Alors pour comprendre pourquoi les États-Unis poussent à la construction européenne, eh bien il faut regarder un petit peu la stratégie, et en particulier le stratagème des chaînes, qui est une invention chinoise qui a été étudiée dans toutes les écoles de guerre du monde, y compris aux États-Unis. Les Chinois sont des spécialistes de l'art de la guerre. Vous connaissez l'ouvrage de Sun Tzu qui vivait en moins 500 avant Jésus-Christ et qui a laissé un ouvrage sur la guerre qui est resté très célèbre, très fin, une très fine analyse avec des préceptes stratégiques qui sont encore étudiés 2500 ans après. Mais il y a un autre ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les 36 stratagèmes, manuel secret de l'art de la guerre ». On ne sait pas qui l'a écrit. On sait que ça a apparu sous la dynastie Ming, c'est-à-dire aux alentours du XVe siècle, après Jésus-Christ. C'est en fait le recueil de ruses de guerre qui ont été élaborées au cours des siècles et des millénaires, puisque vous savez que l'histoire chinoise remonte à très très ancien. Ça commence à moins 2000 avant Jésus-Christ, moins 2500. Dans ces stratagèmes, qui sont en partie fondés sur le livre du Yi King, le livre des transformations, il y en a donc 36. Et celui qui est intéressant d'étudier, c'est celui-ci, qui est Lian Huanxie. Lian Huanxie, c'est le stratagème des chaînes. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre définis sous la dynastie Ming. Et qu'est-ce que dit ce stratagème ? Eh bien, il dit qu'il consiste à pousser un ennemi à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui vont lui ôter toute mobilité stratégique et tactique et qui vont l'empêcher de pouvoir se défendre. Alors il y a un exemple qui est expliqué dans l'une des éditions de ces 36 stratagèmes, qui est l'exemple suivant. Nous sommes à l'époque des royaumes combattants, et donc il y a deux armées qui sont sur le Yangtze, un des grands fleuves chinois, qui doivent se battre avec des navires qui doivent se battre quelques jours après. Et dans le premier camp, le général fait venir l'un de ses conseillers, et le conseiller lui dit « Je propose que nous mettions en œuvre le stratagème des chaînes ». Le général dit « D'accord ». En quoi ça consiste ? Eh bien, ce conseiller du camp A va se déguiser en paysan et va aller voir le camp B, qui est plusieurs kilomètres en aval sur le fleuve. Il va voir le général comme si de rien n'était, il joue les espions. Et le général le reçoit et, comme il voit ce paysan qui a l'air assez malin, il lui montre son armada et donc le paysan fait semblant d'être très impressionné. Oh là là, vraiment formidable. Et à ce moment-là, l'espion prend un air ennuyé que le général du camp B note. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Et cet espion fait semblant d'être ennuyé en disant « Mais écoutez, tout va très bien, je vois que vous avez une armée formidable, simplement il y a un petit problème, c'est que je trouve que vos navires tanguent beaucoup sur les flots du Yangtze, et moi, si j'avais un conseil, je serais un peu inquiet parce que je crains qu'à cause de ce roulis et de ce tangage, vos marins, vos guerriers ne soient malades pendant toute la nuit et pour livrer bataille demain, qu'ils ne soient pas en état de livrer bataille face à l'armée adverse. » À ce moment-là, le général tombe dans le panneau et dit « Ah ben oui, ça je n'y avais pas pensé, mais comment pourrais-je faire ?» Et l'espion lui dit « Oh, moi j'ai une idée, mais bon, vous savez, faites-en ce que vous voulez. » Alors il attire l'attention du général en question, qui le presse en disant « Qu'est-ce que vous avez comme idée ?» Et l'espion lui dit « Ben voilà, moi je vous suggère une idée, c'est que tous les navires de votre flotte, vous les mettiez tous côte à côte et que vous les ligotiez les uns avec les autres par des chaînes. Comme ils seront tous ligotés les uns aux autres avec des chaînes, ça va faire quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc vos guerriers vont pouvoir bien dormir. Cette nuit, ils seront frais et dispos pour mener bataille demain. » Le général dit « Quelle idée extraordinaire, je fais appliquer ça tout de suite. » Et donc il décide en effet de ligoter tous les navires les uns à côté des autres par des chaînes puissantes pour stabiliser l'ensemble et que donc ces marins et ces guerriers puissent bien dormir.
Et le général dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Le faux paysan dit: non, non, rien du tout. Vous savez, moi, c'était simplement une idée de bon sens. Et puis il s'en va. Et il regagne le camp numéro A dont il émanait. Et il dit au général: ça y est, le stratagème a marché. Et que fait à ce moment-là le général? Eh bien, il part avec son armée et il va attaquer les navires. Et comme les navires sont tous ligotés les uns aux autres, ils ont perdu toute mobilité stratégique. Et donc, on leur envoie comment dirais-je, du feu, etc. Et ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont perdu toute mobilité et l'armée est complètement détruite. Voilà l'illustration qu'il y a dans l'une des éditions de ce stratagème d'Échet. Alors, c'est un stratagème qui est utilisé, qui est étudié dans toutes les écoles de guerre. Eh bien, c'est l'illustration, enfin, c'est son application que les Américains ont appliquée à la construction européenne. L'invention de la construction européenne, c'est le stratagème d'Échet. Alors, il y a une autre façon de présenter les choses, peut-être pour vous présenter de façon plus moderne. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. Lorsqu'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre par exemple l'entrée en couleur bleu lavande, il le fait s'il veut, quand il veut. Il suffit qu'il ait la volonté, qu'il ait l'argent pour se payer la peinture. Si maintenant, au lieu d'être propriétaire de sa maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement dans une copropriété de 6 appartements, alors certes, il peut chez lui changer la couleur dans son appartement, mais il ne peut plus changer les volets. Il ne peut plus changer la toiture. Il ne peut plus changer la couleur de la cage d'escalier parce qu'il lui faut obtenir l'autorisation des 5 autres copropriétaires. Donc déjà, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Il va falloir obtenir l'autorisation des 5 autres. Or, l'être humain étant ce qu'il est, et les Français étant ce qu'ils sont d'ailleurs, il est bien rare de s'entendre merveilleusement bien avec ses 5 voisins, surtout lorsqu'il s'agit de choisir une couleur, par exemple. Et donc tout va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, et on va se tourner vers le syndic, qui n'habite pas dans l'immeuble, et qui est celui qui va trancher les conflits à l'intérieur de l'immeuble. Mais si maintenant, au lieu d'être dans une copropriété avec 6 copropriétaires, on est dans une copropriété avec 27 copropriétaires dans un immeuble, à ce moment-là, plus personne ne décide de rien. Parce que c'est tellement compliqué. D'ailleurs, les gens ne se connaissent pas. La personne qui habite au 3e, par exemple, connaît très bien des amis qui sont à 500 mètres, des parents qui peuvent être même, je ne sais pas, expatriés, peut avoir un frère expatrié au Japon ou en Australie. Donc il a des liens avec des personnes situées parfois très loin, mais en revanche, il peut très bien ne pas du tout connaître le propriétaire du 15e étage. Il n'y a plus aucun lien. Et donc, dans ces conditions, c'est le syndic extérieur qui décide de tout. Alors, il faut voir comment ça marche pour bien comprendre. Vous avez compris que la métaphore que je présente devant vous, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain. La copropriété avec 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Et la copropriété avec 27 appartements, c'est l'Europe à 27. Notez d'ailleurs le génie de la langue française. Le génie de la langue française, dans les années 60, on disait l'Europe des 6. Et maintenant, on dit l'Europe à 27. C'est-à-dire que inconsciemment, dans notre inconscient collectif, quand on disait l'Europe des 6, c'était une Europe qui émanait de nous. Des 6, ça voulait dire qu'on avait le sentiment d'être encore un peu ceux qui voulions cette affaire. Maintenant, quand on dit l'Europe à 27, c'est que c'est un truc qui dépasse la volonté de qui que ce soit. Pour bien comprendre comment ça marche, parce que je crois que c'est vraiment important, on est au cœur de l'explication des façons pourquoi ça ne marche pas l'Europe et pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça a été conçu par les Américains pour que ça ne puisse pas marcher. Eh bien, il suffit de prendre cet exemple d'un grand ensemble de 27 copropriétaires. Plus il y a de monde, plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Un immeuble à 27, le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée, qui refroidit le hall, parce que ça le concerne directement. Il habite au rez-de-chaussée. Mais ça, ce sont des travaux. Ça va coûter de l'argent. Or, les propriétaires des étages supérieurs s'en contrefichent. Ils n'ont pas envie de dépenser leur argent pour changer la porte d'entrée qui refroidit le hall. Quand on habite au 6e, on a envie de dépenser son argent à toute autre chose. Le propriétaire du 2e étage, lui, se plaint des odeurs du vide-ordure qui remontent, mais qui ne concernent pas
les habitants des 6e, 7e ou 8e étages. Le propriétaire du 4e étage a des problèmes de canalisation qui ne concernent que lui. Les propriétaires des étages supérieurs, eux, ils veulent rénover l'ascenseur, bien évidemment, parce qu'ils l'utilisent constamment. Mais en revanche, pour le coup, c'est le propriétaire du rez-de-chaussée du premier étage qui ne veulent pas dépenser leur argent pour rénover l'ascenseur puisqu'ils ne l'utilisent pas. Et puis vous avez le propriétaire du dernier étage qui veut que l'on rénove toute la terrasse parce qu'il a des infiltrations d'eau dans son salon. Mais ça, tous les autres copropriétaires s'en fichent. Ça va leur coûter très très cher. Ils s'en fichent éperdument que le propriétaire du dernier étage ait des infiltrations d'eau dans son salon. L'argent à dépenser, ils préfèrent le garder pour eux, par exemple, pour aller passer une semaine aux Antilles. On voit donc que dans ces conditions où personne n'est d'accord, eh bien, il y a nécessité de mettre tout le monde d'accord. C'est le syndic extérieur à l'immeuble qui doit tout trancher et qui va décider de tout. Alors si vous avez bien compris ça, à la limite, je pourrais arrêter ma conférence parce que vous avez compris le piège de la construction européenne conçue par les Américains. Parce que vous avez compris toute la géopolitique dans laquelle nous sommes englués. Remplaçons l'immeuble à 27 par une Union européenne à 27. La France, comme le propriétaire du premier étage, la France, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Une monnaie commune pas trop forte parce que la compétitivité de l'économie française n'est pas la même que la compétitivité de l'économie allemande, par exemple. La France, elle veut une Europe française. La France, elle veut une Europe qui protège les acquis sociaux. La France, elle veut une Europe sociale. Elle veut une Europe agricole. La France, elle veut une Europe où l'on parle le français. La France, elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. La France, elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Ça, c'est ce que veut la France. Et beaucoup de Français se disent ben moi, c'est ça que l'Europe que je veux. Ils disent presque tous. D'ailleurs, vous avez tous les responsables politiques qui viennent vous dire moi, je veux une Europe sociale. Moi, je veux une Europe qui fasse contrepoids aux États-Unis. Ça, c'est tout ce qu'ils viennent vous dire à vous. Mais c'est pas à vous qui devrez dire ça. Ce sont aux autres peuples. Mais les autres peuples veulent tout à fait différemment. Le Royaume-Uni veut démanteler la politique agricole commune. Le Royaume-Uni veut une alliance étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. Le Royaume-Uni veut être encore plus proche des États-Unis que ça n'est actuellement. L'Allemagne, pour son compte, veut une monnaie forte parce qu'ils ont la hantise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'euro finira par exploser. Ils ont la hantise de la réédition du scénario de 1923. Ils constatent qu'ils ne peuvent pas avoir la même monnaie que la Grèce, que l'Italie, que l'Espagne. Ils le constatent en ce moment. Ils veulent sortir de l'euro. Ce sont les États-Unis qui les empêchent, puisque, comme je le rappelle tout à l'heure, ce sont les États-Unis qui, depuis 1965, ont exigé qu'il y ait cette monnaie européenne. Vous avez les pays de l'Est, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, tous ces pays de l'Est veulent la protection militaire américaine. Ils veulent la protection militaire américaine contre la menace russe. Parce qu'ils ont peur des Russes, et on peut les comprendre. Ils ont été pendant plusieurs décennies sous la tutelle de l'Union soviétique. Ils veulent également, d'ailleurs si nous étions polonais, pensons aux Polonais. Les Polonais, pendant plusieurs fois au cours de leur histoire, leur pays a été divisé entre l'Allemagne et la Russie. Ils ont donc envie d'avoir des protecteurs. Et jusqu'en 1940, ils comptaient sur la protection du Royaume-Uni et de la France. Puis lorsqu'Hitler a envahi la Pologne, eh bien, nous sommes à ce moment-là intervenus, comme vous le savez, pour défendre la Pologne. Mais comme vous le savez aussi, nous avons été écrabouillés. Donc depuis cette époque, les Polonais ont constaté que les Français et les Anglais ne pouvaient plus les protéger. Ils veulent donc le parapluie militaire américain. Par ailleurs, ils refusent tous une harmonisation sociale et fiscale avec les pays riches de l'Ouest pour mieux les concurrencer. Et puis ajoutons que le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux, puisque lui, c'est là-dessus qu'il fonde sa richesse. Ajoutons que Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime, puisque les grands armateurs vous savez, qui ont des navires avec des pavillons de complaisance du Libéria, du Panama, du Vanuatu, eh bien, ce sont justement des armateurs grecs, chypriotes, maltais. Nous avons donc exactement la même situation au niveau géopolitique que la situation que je montrais plaisamment
au niveau de particuliers dans un même immeuble. Et de la même façon que pour un immeuble, eh bien, tout ça est réglé par un syndic extérieur, eh bien, il faut donc un syndic extérieur à l'Europe à 27 qui va décider de tout. Alors, la question tombe sous le sens. Qui est le syndic extérieur à l'Europe à 27 qui a le pouvoir, quelle est la puissance qui a tellement de pouvoir qu'elle peut imposer à l'Europe, qui ne s'entend en rien, elle peut imposer une politique parce qu'il y aura une majorité d'États qui se rangeront à son avis. Poser la question, c'est y répondre. Et il y a quelqu'un qui y avait déjà répondu dès le 15 mai 1962, c'était le président de la République française, c'était Charles de Gaulle. Donc de Gaulle nous dit ceci dans sa conférence de presse du 15 mai 1962. On nous dit fondons ensemble les 6 États dans une entité supranationale. Remarquez bien qu'à l'époque, il s'agissait encore de l'Europe des 6, tout à fait embryonnaire. Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire, on s'abstiendrait de faire une politique européenne. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. Charles de Gaulle, 15 mai 1962. Quand il parle de fédérateur extérieur qui ne serait pas européen, il dit ce que je viens de vous expliquer quand je parle d'un syndic. Et quand il dit qu'il ne serait pas européen, tout le monde comprend que c'est les États-Unis d'Amérique qu'il vise. On peut mesurer le génie quand même, faut le reconnaître, le génie politique et stratégique de Gaulle, puisque le 15 mai 1962, c'est l'Europe des 6. Il n'y a encore pratiquement rien qui n'a été fait, sauf que De Gaulle, il connaît les anglo-saxons. De Gaulle, il n'a jamais oublié la Seconde Guerre mondiale, avec les conférences de Potsdam, de Téhéran, de Yalta, où à chaque fois, lui, le représentant de la France libre, a été mis de côté, et où Roosevelt et Churchill se sont rencontrés avec Staline pour se partager l'Europe. Et il sait très bien que l'Europe a été partagée en deux, et il a très bien compris que la construction européenne, d'ailleurs à l'époque, dans les années 50 et 60, c'est encore de notoriété publique, c'est une conception américaine pour mettre la main sur l'Europe de l'Ouest, de façon plus subtile que Staline l'avait fait en imposant des démocraties populaires par des coups d'État, comme vous le savez, dans tous les pays de l'Est, mais ça revient au même. Ça revient à faire des colonies des États-Unis. Il l'a parfaitement compris. Alors il y a un petit problème qu'il faut savoir. Il l'a parfaitement compris. Je souligne au passage que cette conférence date du 15 mai 62, c'est-à-dire un mois après le mois d'avril 62. Et en avril 1962, eh bien, ce sont les accords d'Évian. C'est-à-dire que De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, en mai 58. Ça n'est pas lui qui a signé le traité de Rome. En 1954, il y a eu une alliance avec les communistes pour faire échouer la CED, la Communauté européenne de défense. Le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957 par le gouvernement Félix Gaillard de la 4e République. Lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en mai 58, il y arrive dans un contexte de quasi-guerre civile. Avec ce qui se passe en Algérie, on parle des événements d'Algérie, c'est en fait une guerre coloniale. C'est en fait une guerre d'indépendance et de libération qui se double d'une guerre civile entre Français. Donc lui, il ne va pas s'occuper de l'Europe. Il vient d'arriver, d'ailleurs, il n'y a encore rien qui a été fait. De 58 à avril 62, il règle la question algérienne. Plus ou moins bien, ça c'est une autre affaire. Ça se termine en avril 62. Et aussitôt, un mois après, il prend à bras le corps la question européenne parce qu'il a compris
que c'est la question qui va devenir décisive. Et donc, il le souligne. Et il y a quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre maintenant. C'est que le soir même, il fait cette déclaration, il doit être 16h, 16h30, à 20h, les ministres MRP du gouvernement, les 4 ministres MRP du gouvernement, claquent la porte du gouvernement français. Et De Gaulle, à 20h, se retrouve sans majorité. Parce qu'il y a quelque chose que nous on oublie toujours, c'est que De Gaulle n'était pas un dictateur, De Gaulle était un chef d'État qui avait besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Or, les députés gaullistes représentaient un tiers des députés. Comme les députés de gauche et les communistes notamment refusaient de soutenir De Gaulle, ce qui est un crime à l'échelle des temps, parce que les communistes auraient dû soutenir De Gaulle pour des questions de liberté, d'indépendance nationale, ils ne le faisaient pas. Donc De Gaulle ne pouvait, pour avoir une majorité, était obligé d'avoir recours au MRP, qui était un peu l'équivalent des centristes. Le MRP, c'était le parti de Robert Schuman. Donc De Gaulle s'est retrouvé devant cette situation shakespearienne, d'avoir compris que la construction européenne était une entreprise de vassalisation, de colonisation de la France, et s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. Voilà ce qui explique la politique difficile à comprendre sinon de De Gaulle vis-à-vis de l'Europe, qui de temps en temps dit une chose et de temps en temps dit son contraire. Et vous avez actuellement des escrocs de la politique qui font croire aux Français que De Gaulle aurait été pour l'Europe. C'est faux. De Gaulle n'était pas du tout pour l'Europe, simplement il avait tout compris, mais il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. D'ailleurs, il avait été encore plus clair avec Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'Information, et qu'il rencontrait plusieurs fois par semaine en tête-à-tête. Et Peyrefitte nous a laissé dans un livre, dans 3 tomes, qui s'appelle « C'était De Gaulle », qui ont paru en 1997, nous a laissé ces paroles qu'il avait saisies sur le vif de ses entretiens avec le général de Gaulle. Et voilà ce que De Gaulle lui dit en 1963, quelque temps après cette conférence de presse. Vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité? La domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content. Et on le dit à longueur de journée. On met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. Il avait tout compris. Et cette analyse qui est faite en 63, on peut la faire 49 ans après sans en changer un seul mot. Si, on peut changer simplement le fait qu'au lieu d'être avec 5 partenaires, on est avec, désormais, il y a 26 autres partenaires. En bon militaire et en parfait stratège, De Gaulle avait su décrypter très en amont le stratagème des chaînes conçu à Washington. Il avait compris que cette construction dite européenne permettrait aux États-Unis de ligoter la France et de vassaliser le continent européen en lui imposant un système absurde, autobloquant. Et bien que De Gaulle ait défini ceci dès 1963, qu'il l'ait expliqué en public dès 1962, dans cette conférence de presse, eh bien, actuellement, tout a été fait pour que les Français ne le comprennent pas. On diffuse de nos jours des analyses qui expliquent le contraire même aux Français. Que la construction européenne serait une ambition française, comme l'a écrit M. Alain Duhamel dans un livre paru chez Plomb, ou bien même, comme l'a fait le Parti socialiste, que la construction européenne aurait pour but de faire contrepoids aux États-Unis. Ça, c'est l'affiche qui avait été diffusée en 1992, il y a 20 ans, par le Parti socialiste pour appeler les Français à voter oui au traité de Maastricht. Faire l'Europe, c'est faire le poids. On voyait une planète avec d'une caricature avec un lutteur de sumo-tori japonais, enfin un sumo-tori japonais, un lutteur de sumo japonais, et puis un joueur de catch américain avec une croix barrée de rouge pour montrer que grâce à l'Europe, eh bien,
nous allions pouvoir envoyer balader la menace japonaise, puisqu'à l'époque, le mauvais jaune, c'était le japonais. Maintenant, pour les européistes, le mauvais jaune, c'est le péril jaune, c'est le péril chinois. Parce que, au fond, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, la construction européenne est fondée sur des réflexes racistes, comme on le voit dans cette affiche du Parti socialiste d'ailleurs. Mais aussi, vous voyez, cette espèce de mythe, c'est un bobard, comme quoi la construction européenne va nous permettre de faire le poids face aux États-Unis. D'ailleurs, cette affiche a 20 ans. 20 ans après, c'est comme dans les Trois Mousquetaires, 20 ans après, est-ce que vous voyez à quel point le fait d'avoir été ligoté par le traité de Maastricht, la monnaie européenne, la politique étrangère de sécurité commune du traité de Maastricht, comment progressivement nous sommes en train de devenir les larbins de l'OTAN et des États-Unis. Donc c'est le contraire exact qui est vrai.